Moi, j'ai des souvenirs quand j'étais gamin, quand j'avais les étrennes de Noël, j'allais en vélo à la poste, qui était à 300 mètres de chez moi, et je déposais sur mon livret. À l'époque, c'était un vrai livret. Donc, je prenais mon livret A, le carnet jaune, et je me rappelle que la guichetière, elle ouvrait, et elle tamponnait les intérêts. C'était physique, quoi. Je le voyais de mes yeux, et là, ça me parlait, j'étais content. Je me disais, ah ouais, génial, c'était écrit plus 558 francs, plus. Et tous les ans, je regardais mon carnet quand j'allais à la poste, je mettais dans ma poche, j'allais en vélo à la poste, je le donnais, et je voyais les intérêts qui grossissaient. Et là, je pense que j'ai eu le déclic, je me suis dit, ah ouais, mais c'est génial. Alors, je m'appelle Nicolas Decodin, mais en 2018, on a créé le site Avenue des Investisseurs, qui à l'époque comptait seulement 10 visiteurs par jour, et finalement, quelques années après, maintenant, on est à 200 000, 150, 200 000 visiteurs par mois. J'ai tendance à être hyperactif et impatient. Hein. Et sur l'investissement, je ne suis pas hyperactif parce que j'ai un gros recul maintenant, ça fait 15 ans que j'investis, et je sais que quand ça baisse, au contraire, au lieu de vendre, je remets une louche, parce que je me dis, je vais profiter de la hausse, j'investis à long terme, et pour moi, c'est les soldes, donc je réinvestis encore plus fort, et je vais profiter de la vague quand ça va remonter. Plus t'es éduqué, et plus tu apprends que le marché action, non, depuis 2 siècles, c'est ce qui performe le mieux, et c'est très, très raisonnable comme investissement. Quand tu fais les bonnes choses, hein, pas quand tu fais du trading, n'importe quoi. On a même un témoignage, c'est rigolo, il y a un banquier privé qui a témoigné, et il a même rédigé l'article qui explique que voilà, il doit vendre ses produits, il sait pertinemment qu'ils sont pas bons. C'est des assurances-vie ou des comptes titres avec plein de frais, des mauvais fonds. Et lui, en fait, il s'en rend compte parce qu'il est compétent, il est avisé. Il lit ADI depuis des années, et donc il sait que ce qu'il fait, c'est pas... Il est pas bien, quoi. Il a pas une bonne conscience. Le lecteur, il en sait plus que le banquier moyen. Juste en ayant lu une dizaine d'heures, allez, on va dire une dizaine d'heures, il en sait plus que le banquier moyen, qui a souvent juste il n'est pas passionné par le sujet, en fait, ça change tout. Mais de plus en plus, je me rends compte que les gens vont devoir se mettre la pression parce que la retraite baisse. Encore merci, hein. C'est vraiment cool que tu te sois déplacé. Et... Enfin, ça a 10 minutes à pied, mais que tu aies pris de ton temps pour cet épisode. Ça va vraiment apporter de la valeur à beaucoup de gens, et je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça va intéresser. C'est avec plaisir. Bon. J'habite juste à côté, c'est nickel, le studio est à côté. Et très bien. Alors, peut-être, est-ce que tu pourrais te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ce que tu fais, qui tu es, et concrètement toutes les entreprises que tu as créées. Alors, je m'appelle Nicolas Decodin, j'ai 40 ans tout juste depuis cet été. J'ai 2 enfants en bas âge, donc on est bien dans le cadre du sujet, là, sur l'épargne des enfants. Depuis 2009, je suis passionné par l'investissement. J'étais militaire. À partir de 2005, j'ai eu pas mal d'argent quand j'étais en opération extérieure, et quand je suis rentré en 2009, j'ai voulu placer. J'ai été très mal conseillé, et c'est là que j'y connaissais rien à l'époque. C'est là que je me suis vachement intéressé à ce sujet. J'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. Et petit à petit, je suis devenu passionné. Je suis devenu plus compétent en la matière. J'ai dit bye bye à mon banquier, j'en avais plus besoin, parce que je me rendais compte au fil du temps que je devenais plus compétent que lui sur l'investissement en bourse, en immobilier, etc. Donc je suis devenu très autonome, autodidacte. Et sur un forum, j'ai rencontré Ludovic. Je crois que c'était en 2016. On a commencé à discuter en 2016 ensemble. Et on s'est dit, tiens, on va créer un site ensemble. Donc on a créé le site en 2018. Là, je suis en train de faire la timeline depuis presque ma naissance, là, depuis 2009. Mais en 2018, donc ça faisait depuis 9 ans de passion, grosso modo, on a créé le site qui est devenu le site Avenue des Investisseurs, qui à l'époque comptait seulement 10 visiteurs par jour. Mes parents, ma famille, mes amis, parce qu'on l'avait conçu pour notre entourage proche. On ne pensait pas que ça allait devenir un carton. Et finalement, quelques années après, maintenant, on est à 200 000, 150, 200 000 visiteurs par mois. C'est devenu une référence en France, donc on est super contents. C'était pas notre ambition première, et voilà, donc on est devenu une référence là-dessus depuis 2018. Ça fait déjà 6 ans, et puis là on avait de plus en plus de demandes de gens, de lecteurs qui voulaient aller plus loin. Ils voulaient du conseil. Et nous, on était un média, en fait, un média d'éducation financière. On explique aux Français comment épargner, comment investir en bourse, en immo, etc., diversifier leur patrimoine, avec que des articles gratuits, avec des illustrations, des guides, des comparatifs. Voilà, c'est très simple, très vulgarisé. Mais donc, on a un média, on ne peut pas faire de conseils. Et plus le monde, plein de gens quasiment tous les jours nous demandaient du conseil, on s'est dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire, en fait. Les gens ne sont pas contents de leur banquier ou de leur conseiller en gestion de patrimoine. On va créer une autre structure, on fera du conseil. Et donc, en 2022, on a créé Prosper Conseil. Voilà, c'est la deuxième société, Prosper Conseil. Là, c'est une boîte de conseil. On fait du conseil en gestion de patrimoine pour tout le monde, tous les francophones du monde entier. Et j'exagère pas du monde entier parce qu'on a des clients qui viennent des États-Unis, d'Asie, d'Afrique, des clients expats. Alors, on n'a pas des bureaux dans le monde entier, mais on fait des visios, en fait. On travaille en visio, donc on a des clients dans le monde entier. Et là, ça fait 1 an et demi.
On a 500 clients et 160 millions d'euros d'encours. Wow. Ça se passe pas mal. D'encours conseillés. Donc quand même des gros clients alors. On a des beaux clients en moyenne 400 000 euros, 300, 400 000 euros le client moyen. Après, on accepte les clients à partir de 25, 50 000 euros, on accepte. Mais on a des clients à 400 000 euros en moyenne et ça monte jusqu'à 10 millions d'euros. Okay. On a un gagnant du loto, on a des influenceurs, on a des entrepreneurs, des chirurgiens, des professions libérales. Enfin, c'est tout un spectre de clients divers et variés parce que finalement, Avenue des investisseurs, ça draine une population qui est très diverse. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, tout le monde peut y accéder dans Google, c'est gratuit. Et du coup, on récupère, la plupart des clients viennent d'Avenue des investisseurs ou du bouche à oreille. Il y a de plus en plus de cooptation. Les start-upers disent à leurs copains start-upers, venez, viens, je t'invite chez Prosper, tu seras bien servi. Les médecins, pareil, ils se cooptent. Donc, on est super contents aussi parce qu'on ne pensait pas se développer si vite. Là. On a une quinzaine de salariés. Enfin, il y en a 3 qui sont en cours de recrutement. Donc, d'ici 2 mois, on aura 15 salariés. Et quand on a débuté, on disait, on restera à 3-4, une petite structure, sans trop d'ambition. Et en espace d'un an et demi, on a eu beaucoup de demandes. Donc, encore une fois, on est super heureux de ce développement qui n'était pas prévu, mais on est content de ce développement. Et troisième truc, je te l'ai apporté, on vient de publier un livre. Donc, l'actualité est très chargée. En 2023, on était débordés. Et on vient de publier le livre il y a quelques jours qui s'appelle « Investissez votre épargne ». Et je te l'offre. Et c'est un livre pareil où on fait l'effort de vulgariser en fait tout ce qu'on a appris depuis qu'on a investi. Moi, depuis 2009, et Ludovic, c'est à peu près dans le même moment, on a à peu près le même âge, depuis 2009 ou 2010, il investit. Tout ce qu'on a appris depuis une quinzaine d'années, on l'a condensé dans 500 pages dans le livre. Et avec des illustrations inédites, originales, des méthodes de pas à pas. Donc voilà, je t'ai brossé mon parcours. Je suis investisseur, blogueur, cofondateur Avenue des investisseurs, entrepreneur, cofondateur de Prosper Conseil, donc la gestion de patrimoine. Et j'ai eu mon Master 2 aussi en gestion de patrimoine il y a 2 ans. J'ai réussi à faire ça pendant que j'avais un enfant en bas âge et que j'avais ADI. J'étais bien débordé. Mais j'ai obtenu mon Master 2 en gestion de patrimoine en formation continue. À 38 ans, c'est possible. Ah ouais, c'est motivant. Ouais, mais faut avoir de l'énergie pour réussir à faire tout ça. Faut pas beaucoup dormir. Bon, on va reparler de tout ça. Mais en plus, c'est drôle parce que Avenue des investisseurs, on en parle souvent comme un peu la Bible de l'investissement. Maintenant, la Bible est sortie en version papier. C'est exactement ça. Et donc là, on est vraiment dans le thème. Donc c'est super pour ton livre. Je pense que en fait, c'est là, ça récapitule tous les sujets, fiscalité, investissement, immobilier ou seulement financier. C'est encore plus vulgarisé qu'ADI. On repart vraiment des bases déjà. Avant de pouvoir investir, il faut pouvoir épargner. Ouais. Donc là, il y a des notions de budget. Il ne faut pas dépenser plus que ses revenus, sinon on est dans le rouge, on ne peut pas épargner. Donc on repart vraiment des bases vraiment fondamentales. Et puis c'est très progressif. Il y a 21 chapitres. Au fil des chapitres, on ajoute des notions supplémentaires et le lecteur, tranquillement mais sûrement, il gagne des compétences. Et à partir de la deuxième moitié du livre, là, on attaque le concret. Comment j'investis en actions, comment j'investis en IMO, mais de façon raisonnée et en étant cohérent par rapport à mes projets. Ouais. Si j'ai des projets, je sais pas, d'investir à long terme pour ma retraite, on va investir différemment que si je veux épargner pour un apport immobilier dans 1 an parce que j'achète ma résidence principale, tu vois. Et donc, le but du jeu, c'est de donner les bons réflexes, les bonnes méthodes à tous les lecteurs pour qu'ils puissent eux-mêmes se dire « Ok, dans ma situation, c'est comme ça que je vais investir ». Et du coup, on a mis des cas pratiques, on a mis des quiz, des espaces. Les gens peuvent prendre des notes en fait avec un crayon. On a génial. Mis je ne sais plus comment on appelle ça, mais des guides pratiques en fait où on met des cas pratiques, on avance pas à pas et le lecteur peut noter ses infos à lui, personnelles, et tirer ses propres conclusions avec un guide. Voilà. Et ça marche pas mal. J'ai des retours. Ce matin, je lisais les retours sur LinkedIn, des gens qui m'ont écrit en message privé, qui m'ont dit « J'ai déjà lu 300 pages, j'ai presque fini. Wow. » Il l'a reçu hier, son livre. Il n'a peut-être pas dormi. Il m'a dit « J'en suis à une bonne moitié, j'ai lu 300 pages. » Ah oui, c'est incroyable. Il dit J'ai pas réussi à démordre du livre. J'ai enchaîné les pages. Et donc, a priori, les premiers retours sont positifs. Et d'ailleurs, sur Amazon, on est classé best-seller. Ça aussi, c'était pas prévu, mais on est content. On est classé best-seller dans 3 catégories, bourse, finance et guide pratique de finance perso, je ne sais plus quoi, et d'économie, découverte de l'économie. Et hier, on était dans le top 100 sur 1 million de livres vendus sur Amazon. On était 35e
des meilleures ventes Amazon sur 1 million de livres. Ok. C'est ouf, on s'attendait pas à ça. Bref, Ah un bon clair. démarrage aussi en tant qu'auteur. Après, ça va pas durer, parce que le livre est lancé, donc il y a une émulsion. Oui, bien sûr, il y a mais un buzz. Il faut profiter de cette dynamique. Mais on profite, c'est c'est clair. C'est la récompense de 2 ans de travail sur le livre. Parce que ça fait longtemps que tu en parles, et là, je suis très content de voir ça, qui ait suivi ça un petit peu pendant les podcasts et choses. Bon, c'est très bien. Et tu as parlé du Master 2 que tu as fait en parallèle d'un enfant en bas âge. T'es papa de 2 enfants. Ils ont quel âge? 2019 et 2023. Donc, il y en a un qui a 4 ans. Pile 4 ans d'écart entre les deux. Ils sont nés tous les deux fin août. Il y en a un qui a 4 ans et l'autre a bientôt... il a 3 mois aujourd'hui. Bon, ça va, il est né le 31 août. J'arrive à tenir. On gère bien avec mon épouse. Elle gère super bien. Et faut avoir un bon binôme. Quand on est parent, il faut vraiment être un bon binôme. Parce que quand on a l'enfant, et encore pire avec 2 enfants, si tu es tout seul, tu as 2 enfants contre toi, tu es foutu. Donc, il faut être un bon binôme face aux 2 enfants. Et puis, il faut bien... après, ça se passe bien. Il faut bien s'organiser, c'est clair. Ok. Et alors, est-ce que tu as déjà réfléchi à l'éducation financière que tu vas donner à tes enfants déjà, qu'est-ce que tu penses de l'éducation financière qu'on a, qui est en France aujourd'hui, dans la moyenne, on va dire? On commence à en parler avec mon fils, c'est rigolo. Hier, on lisait un livre sur l'histoire de France. Un super livre, je ne sais plus quel est le titre, mais c'est un très bon livre pour les enfants de 3-4 ans. On peut commencer à lire ça. Et ça parlait du roi Louis XVI et que certains seigneurs étaient plus riches que lui. Et là, j'ai dit à mon fils, tu sais ce que c'est, riche? Il m'a dit, oui, c'est quand on a de l'argent. Et il a compris déjà cette notion. Pourtant, je ne lui ai jamais vraiment expliqué, je n'ai pas souvenir, mais il a compris, à 4 ans, on commence à comprendre ces petites notions d'argent. Riche, c'est avoir un peu d'argent, quoi. Et maintenant, je vais pas lui bourrer le crâne d'idées, il est trop jeune, mais lui distiller petit à petit des infos pour que ça soit un citoyen un peu éduqué, au moins quand il sera ado, d'avoir des bonnes notions et qu'il soit un minimum éduqué pour pas se faire avoir et pas flamber. Mais l'éducation financière en France, il n'y en a pas en fait. Il n'y en a aucune. Il n'y en a vraiment aucune. Les pays anglo-saxons, surtout les États-Unis, il y a vraiment une éducation financière, mais je pense que... Parce que c'est des pragmatiques et il n'y a pas de retraite. Les Américains n'ont pas de droit à la retraite par répartition. Donc, si on veut être pragmatique, c'est eux-mêmes qui doivent se faire leur retraite et ils doivent s'éduquer. C'est marche ou crève, quoi. S'ils ne s'éduquent pas financièrement, ils n'ont rien à la retraite, ils sont foutus. Donc, c'est marche ou crève, ils s'éduquent par la force, ils sont obligés. Donc, les parents, les voisinages, les collègues, tout le monde s'éduque et c'est dans leur état d'esprit. Nous, en France, on n'a pas cette motivation d'apprendre parce que finalement, on peut se reposer totalement sur l'État. Il y a la retraite par répartition, il y a aussi une grosse couverture sociale, le chômage, la sécurité sociale, etc. Donc, on a moins cette pression de devoir s'éduquer, d'être autonome. Il y a moins cette pression. Mais je pense qu'il va falloir se mettre la pression. Moi, je me la suis mise tout seul. En 2009, je me suis dit, je me prends en main. Mais de plus en plus, je me rends compte que les gens vont devoir se mettre la pression parce que la retraite baisse. On doit travailler maintenant jusqu'à 64 ans. Je pense que ça va s'accélérer. Je pense qu'on va même devoir travailler jusqu'à 70 ans d'ici quelques années. D'ici 10 ou 20 ans, je pense que les jeunes, il faudra travailler jusqu'à 70 ans comme d'autres pays. L'Angleterre, ils sont à 68. Ils vont sans doute passer à 70. Ils ont un train d'avance. Mais je pense que ça va passer à 70 ans, la retraite, pour les jeunes générations. Donc, soit vous prenez en main et vous pourrez partir en retraite dès 60 ans, de façon, vous gagnerez 10 ans de vie. Et c'est les plus belles années. Les 60-70 ans, c'est encore les années où on peut être assez en bonne santé. Tandis que si on part en retraite à 70 ans, c'est dur d'être en bonne santé, de faire des voyages, de kiffer. Donc, pour moi, c'est un gros enjeu de pouvoir partir librement quand on veut et profiter de la vie dès 60 ans, si on veut, même 55 ans, si on gère bien soi-même sa retraite par capitalisation. On peut partir plus tôt, tandis que ceux qui n'auront rien préparé, qui comptent sur l'État, je pense qu'ils vont morfler, ils vont souffrir et ils vont bosser jusqu'à 70 ans, ils auront des petites retraites. Donc pour moi, c'est devenu nécessaire de vraiment se saisir de ce dossier. Comment moi-même je vais investir pour ma famille, pour moi, pour avoir une retraite un minimum confortable et pour être libre, pas être obligé de bosser jusqu'à 70 ans. Quoi. Mais après, le truc, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent... moi, ce que je constate, c'est un paradoxe entre les gens qui veulent effectivement, qui savent qu'il faut capitaliser, qui savent qu'il faut changer leur manière de faire, leur manière d'agir sur leur épargne, par exemple. Mais du coup, ils ont lu par exemple Père riche, Père pauvre, etc. Et en fait, ils veulent du coup devenir riches très vite. Et je trouve que le danger aussi
quand on commence à s'intéresser à l'éducation financière, c'est le fait de se dire je veux être libre financièrement à 30 ans ou 35 ou 40 ans. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Pour moi, c'est très piégeux cette mentalité parce que ça va conduire à faire des bêtises. Si on veut être riche très vite, en fait, on ne sera pas riche, on va s'appauvrir très vite. Ouais. Parce que vouloir être riche très vite en 2-3 ans ou même en 5 ans, ça veut dire prendre des gros paris, prendre des gros risques. Ça veut dire faire du trading sur des CFD, des options binaires, vouloir faire des coups sur l'or, les cryptos, sur des projets farfelus. Et ça mène à la perte, quoi. C'est le genre de truc qui mène à la perte. Sauf si on a beaucoup de chance. Et là, on va s'en sortir, mais ça sera et on va dire, ouais, vous voyez, c'est possible, je suis devenu riche en 5 ans. Mais là, c'est le biais du survivant. Exactement. Les quelques survivants vont le dire, mais c'est occulter les 95% qui se seront cassés la gueule parce qu'ils ont investi sur des mauvaises cryptos, ou sur des mauvais investissements, des CFD, des actions. Voilà. Ouais. C'est vraiment faire des mauvais paris, de vouloir s'enrichir trop vite. Faut être patient. Moi, je ne suis pas du tout patient. C'est vraiment pas ma qualité première. Et pourtant, dans l'investissement, j'y arrive à être patient. Parce que je sais que si je suis trop excité, si je fais du trading ou je vais avoir le mauvais comportement, et là, on peut tout perdre très rapidement, en fait. Donc, je préfère gagner doucement, mais sûrement. C'est mon argent, c'est celui de ma famille. Je ne vais pas le risquer outre mesure. Je gagne doucement et sûrement. Si j'ai 5% de rendement sur mon patrimoine, ça me suffit. 5% de rendement sur mon patrimoine, ça va largement suffire sur l'espace de 20 ou 30 ans à bien m'enrichir et avoir un gros patrimoine à 50-55 ans. J'aurai un gros patrimoine, je serai à l'aise. Okay. Et avoir des beaux revenus passifs. Quand on a 1 million d'euros de patrimoine à 50 ans, si tu le fais travailler à 5% de rendement, tu as 50 000 euros de revenus par an. Alors, soit tu pars en pré-retraite, soit tu restes travailler, mais en tout cas, 50 000 euros par an, c'est à peu près 4 000 euros de revenus supplémentaires par mois. T'es pas mal, quoi. Ah oui, non, mais t'es confortable. Ouais. Plutôt que de vouloir te griller, d'aller trop vite et de partir billant. J'en vois beaucoup de gens qui font plein d'erreurs. On récupère des gens à la petite cuillère chez Prosper Conseil, des gens qui étaient montés en travaillant beaucoup à 300, 400 000 euros de patrimoine. Et finalement, ils ont voulu flamber, ils ont voulu devenir riches plus rapidement. Ils ont fait des cryptos, des projets à la con. Ils ont fait... on a eu un qui a acheté des chevaux de course et des cheptels bovins, des trucs exotiques, de l'art. Ils ont perdu la moitié de leur fortune et c'est quasiment retour à la case départ, quoi. Et c'est dur, quoi. On les ramasse à la petite cuillère, on les remet sur les bons rails et on leur dit ça va être long, mais dans 5-10 ans, vous serez beaucoup mieux. Mais voilà, il ne faut plus faire l'erreur de vouloir s'enrichir trop vite parce que 95% du temps, ça va mener à la casse. Il vaut mieux être raisonnable. Enfin, la santé et l'argent, c'est vraiment deux sujets où il faut être très raisonnable. Et même le sport aussi, il ne faut pas être trop extrême, sinon c'est dangereux, quoi. C'est Benjamin Graham, je crois, qui disait qu'en bourse, tu as 2 choix. C'est ça. T'appauvrir rapidement ou t'enrichir lentement. C'est exactement ça. Et j'ai l'impression que c'est d'autant plus d'actualité. Bah oui, je l'ai cité dans le livre, cette citation, c'est exactement ça l'idée. Ouais. Et justement, ces bonnes pratiques-là, une fois que nous, on les a en tant que parents, comment on les transmet à nos enfants au fur et à mesure qu'ils grandissent? Ouais, c'est vrai que c'est drôle parce que j'ai une expérience perso qui est assez rigolote là-dessus. J'ai les mêmes parents que mon frère. J'ai 4 ans d'écart avec mon frère, il a 36 ans. On a les mêmes parents, je pense qu'on a reçu la même éducation à 4 années près. Et on est vraiment opposés. Mon frère, lui, c'est un gros flambeur. Il vit à Nice et c'est le genre à aller dans les restos, les boîtes de nuit et claquer 300 € pour un carré VIP, une bouteille de champagne. C'est un gros flambeur. Il gagne bien sa vie. Il gagne bien sa vie. Il gagne près de 4 000 € par mois, donc ça va. Ouais. Il est directeur d'un resto. Mais il a 0 patrimoine à 36 ans parce que c'est un gros flambeur, quoi. Et j'ai jamais réussi à lui expliquer comment... j'ai pas réussi à lui mettre la petite graine et mes parents non plus, quoi. Alors qu'on a la même éducation, c'est incroyable. Et d'ailleurs, je lui ai prêté de l'argent il y a quelques années parce qu'il avait même pas payé ses impôts. Il devait 6 ou 7 000 € d'impôts et je lui ai prêté de l'argent pour qu'il puisse payer ses impôts. Donc c'est hyper risqué son comportement de tout flamber. Enfin, faut profiter de la vie. Ok, mais en même temps, faut quand même, il y a quand même un minimum, quoi. Faut quand même préparer ses projets et payer les impôts. Bref, et moi, je suis totalement l'opposé depuis que je travaille quasiment depuis 22 ans. Depuis mes 22 ans, donc ça fait 18 ans, j'épargne et j'investis. Voilà. Donc c'est rigolo, tu vois. On a reçu la même éducation, mais 2 comportements différents. Donc l'éducation, c'est important, mais après, je pense qu'il y a quand même une question de mindset qui est presque innée. C'est assez incroyable. Ouais. Mais tu sais que ton histoire est intéressante parce que c'est la fameuse histoire d'enfants, enfin de 2 frères qui sont nés de parents alcooliques. Alors tes parents n'étaient pas alcooliques. Hein, mais... C'est le Nord. Hein, mon père, il boit quand même pas mal. C'est quasiment un verre de vin tous les soirs. C'est un bon vivant.
Et justement, en gros, l'idée, c'est qu'à 40 ans, il y en a un qui soit devenu millionnaire et l'autre qui est devenu SDF. Et quand tu demandes pourquoi ils en sont là aux deux, les deux te répondent parce que mes parents étaient alcooliques. Parce qu'en t'en as un, justement, ça a été le déclic pour qu'ils ne soient pas pareils. Et l'autre, c'est... et ton histoire, c'est trop ça, elle ressemble à ça, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une question de se dire jusqu'à où mon éducation ou l'éducation des parents, d'une manière générale, impacte vraiment l'enfant. Ça. Et tu as parlé du déclic qui est inné. Est-ce que tu penses, du mindset qui est inné, est-ce que tu ne penses pas qu'il existe vraiment un déclic qu'il faut juste qu'il soit provoqué en fait pour certaines personnes? Je sais pas. Disons qu'il faut donner une éducation, ça c'est clair. Il faut donner un fond de sac, des fondamentaux aux enfants. Et après, il y a une partie qui nous échappe, c'est comment il va évoluer. Donc, il ne faut pas s'en vouloir s'il y a un enfant qui devient flambeur. Il y a une partie qui nous échappe. L'enfant, il vit sa vie. Il y aura peut-être d'autres copains, un autre cursus étudiant, un autre entourage. On ne sera pas toujours là avec lui. Et du coup, il va peut-être changer après. Donc, voilà, on donne un fond de sac. Et après, on voit comment il évolue. Mais ouais, le déclic, moi, j'ai des souvenirs quand j'étais gamin. Peut-être j'avais 7 ou 8 ans déjà. Quand j'avais les étrennes de Noël ou du Nouvel An, à l'époque c'était les francs, j'avais genre un billet de 100 francs ou 200 francs, j'allais en vélo à la poste qui était à 300 mètres de chez moi et je déposais sur mon livret. À l'époque c'était un vrai livret. Donc je prenais mon livret A, le carnet jaune. Les jeunes, vous n'avez pas connu, mais à l'époque c'était vraiment un livret quoi. Un livret physique. C'était petit, à peu près comme ça la dimension. Et c'était un carnet jaune. Et peut-être que c'était différent ailleurs, mais la poste c'était un carnet jaune. Et je me rappelle que la guichetière, elle ouvrait et elle tamponnait les intérêts. C'était physique, quoi. Je le voyais de mes yeux. Et là, ça me parlait, j'étais content. Je me disais, ah ouais, génial, c'était écrit plus 558 francs, plus. Et tous les ans, je regardais mon carnet quand j'allais à la poste. Je devais le prendre sur moi. Hein. Je le mettais dans ma poche, j'allais en vélo à la poste, je le donnais et je voyais les intérêts qui grossissaient. Le tampon, le chiffre, il était de plus en plus gros à chaque fois. Et là, je pense que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est génial. Pourtant, j'ai pas beaucoup plus d'argent. J'ai pas mis plus d'argent que l'année dernière. Et pourtant, genre, je suis passé de 500 francs à 600 francs. Ça n'arrête pas de grossir, ça fait la boule de neige. Les intérêts composés, en fait. Et je pense que le fait de le voir concrètement, ça parle plus que de voir peut-être des 0, des 1 sur un ordinateur. Peut-être c'est ça. Et là, peut-être, je suis vraiment nul en maths. Hein. Au bac, j'ai eu 7 au bac de maths. Enfin, je suis nul en maths. Mais rien que là, dès que j'étais gamin, en fait, 7-10 ans, je comprenais la puissance des intérêts composés. Je voyais les multiplications, le truc, je voyais que ça composait, en fait. Et ça ne m'a pas quitté après. Les pourcentages, je sais très rapidement calculer 3% de rendement sur tel montant, 4%. Enfin, ça me parle tout de suite, c'est évident. Et parce que je pense que depuis que je suis gamin, j'ai vu ça, le rendement du livret A, il était peut-être à 4% à l'époque, ou à peu près comme maintenant, parce que les taux ont bien monté. Et je voyais concrètement, ah oui, j'ai 10 000 francs sur mon livret A, ok, 3%, ça fera 300 euros, 300 francs. Et j'ai compris, je pense que c'est ça le déclic. Et après, après j'ai cherché à voir comment avoir plus de rendement. Il faut juste un petit truc, quoi, un petit déclic. Et est-ce que ça peut pas être frustrant pour certains parents, par exemple, qui investissent, on va parler tout à l'heure des méthodes d'investissement, mais qui investissent pour leur enfant pendant 15, 18, 20, 25 ans, et finalement voir que son enfant n'a pas été impacté par son éducation. C'est un peu blasant. Par tout flamber, quoi. J'avoue, je serais un peu blasé si je voyais un de mes deux fils ou les deux fils qui flambaient, qui faisaient un peu n'importe quoi, mais ça nous échappe. Mes parents, en fait, ils s'en foutent maintenant. Ils disent, bon, il est heureux comme ça, c'est pas grave. Enfin, des fois, ils s'en foutent pas quand ils ont appris que j'ai donné de l'argent parce qu'ils n'avaient pas payé ses impôts. Ils l'ont bien recadré, mon frère. Et finalement, ils s'en foutent pas tant que ça parce qu'ils se disent, mes parents se disent, mince, il est locataire, il faudrait au moins qu'il achète sa résidence principale, sinon il n'aura rien. Donc, mine de rien, des fois, mon père dit, tu devrais le laisser, arrête de lui en parler, c'est pas grave. Mais il revient aussi quand même lui-même sur la table 1 heure après pour dire, ah mais Mathieu, faudrait quand même que tu achètes un appartement, sinon tu n'auras rien. Donc mine de rien, ça les travaille quand même. Ils se disent... je pense que quand t'es parent, t'es inquiet toute ta vie. C'est ça. Ma mère, elle est toujours en train de mal dormir parce qu'elle a 4 enfants, 4 garçons, et il y a toujours un sujet, toujours un truc. Il y en a un des 4 qui a quelque chose. Il y a toujours quelque chose, quoi. Donc c'est dur quand t'es parent. Plus t'as d'enfants, plus tu multiplies les emmerdes, quoi. C'est clair. Mais mes parents, ils aimeraient bien au moins qu'il a... Parce que oui, c'est ça, l'achat immobilier, en fait, c'est une épargne forcée. C'est pas toujours très, très rentable ou très intéressant, mais au moins, c'est une épargne forcée. Tu te forces à rembourser un crédit immobilier, donc au moins, tu as quelque chose. Et mon frère, je lui ai conseillé, tu es incapable de mettre de l'argent de côté, soit, mais au moins, investis dans ta résidence principale, au moins, comme ça, tu auras une épargne forcée dans 20 ans, tu seras propriétaire d'un appartement à X centaines de milliers d'euros, ça sera déjà ça, quoi. Parce que sinon, à 65 ans, il aura ni
appartement, ni maison, ni argent de côté, même pas 5 000 euros sur le livret A. Et pour l'instant, il ne veut pas, non. C'est un inapte, en fait, il est phobique administratif et il ne veut pas toucher à ce qui est papier, etc. Donc, c'est compliqué. Je crois que je vais devoir lui acheter un truc et le loger. Il va écouter ce podcast, il sera dégoûté, mais peut-être qu'il aura un déclic comme ça. On s'inquiète un peu pour lui, mais oui, c'est comme ça, c'est une question de mindset. Et il est en couple, il a une famille? Ouais, il vient d'avoir un enfant, justement, qui est né la veille de mon fils, il y a 3 mois. Ah ouais? C'est rigolo. Ah bah là, ça va être son premier fils. Ok, bon. Bah, là, peut-être que ça va le faire changer. Peut-être que ça va créer un certain déclic. Je pense que ça va lui donner le déclic, peut-être qu'il va vouloir ouvrir un... Je le vois bientôt là pour le repas de Noël. Il va peut-être me dire comment je fais pour ouvrir qu'est-ce que je place pour mon enfant. Et il va pouvoir regarder ce podcast aussi. Du coup, c'est une parfaite transition. Quelles sont les méthodes alors pour les parents qui veulent investir pour leur enfant? Quelles sont les différentes méthodes déjà qu'ils ont à disposition? Il y a plusieurs outils. Celui auquel on pense spontanément, c'est le livret A. Enfin, mes parents m'avaient ouvert un livret A. Les grands-parents, c'est le livret A. Actuellement, il n'est pas dégueulasse le taux. Il est à 3%. Quand on était à 0,5, c'était pas la même. Et là, il est à 3% de rendement net, le livret A. Donc, c'est un bon début, c'est honnête, quoi. Mais c'est qu'un début. Si on veut faire mieux, si on veut mieux faire travailler le capital, on peut faire beaucoup mieux. On peut placer sur des placements à 4 jusqu'à 7% de rendement annuel. Parce que l'avantage d'un enfant, c'est qu'il a un long horizon de placement devant lui. Si votre enfant il a 20 ans, non. Mais si l'enfant il a 5 ans, enfin si c'est un jeune enfant, il a au moins 20 ans devant lui avant d'avoir besoin de l'argent. Et donc sur 15-20 ans, ce qui vaut le coup, c'est d'investir à long terme dans des placements qui vont mieux faire travailler le capital qu'un livret A. Quand tu places à 5% de rendement, c'est beaucoup mieux que de faire travailler l'argent à 3% de rendement. Même si c'est que plus 2, finalement, sur 15-20 ans, ça va être énorme. Je dis de tête, ça sera faux les chiffres, mais grosso modo, l'ordre d'idée, si je place 1 000 euros par an à 3%, peut-être que dans 20 ans, j'aurai 30 000 euros. Alors que si je place 1 000 euros par an à 5%, pareil, dans 20 ans, au lieu d'avoir 30 000 euros, j'aurai 45 ou 50 000 euros. Juste parce que j'ai choisi le bon placement, à l'instant T, ça m'a pris un quart d'heure de mieux choisir, de me poser et de choisir quelque chose qui est plus efficace. Et mon fils, il aura 10 20 000 euros de plus que si je n'avais pas du tout réfléchi au sujet, que je mettais sur le livret A. Donc ça vaut le coup de se poser, ne serait-ce qu'un quart d'heure, prendre le bon placement, parce que sur l'échelle de 15-20 ans, ça change tout, ça peut faire 20 000 euros de plus. Là, en plus, c'était juste un exemple tout simple, 1 000 euros par an. Donc, si on place encore plus, au lieu d'avoir 15 000 euros d'écart dans 20 ans, ça fera 30, 50 000 euros d'écart. Et là, ça fait tout de suite une voiture de plus, ou ça fait des études en plus, ou ça fait un gros apport immobilier en plus. Enfin, c'est vraiment dimensionnant. Donc, juste, on se rend compte qu'une décision qui prend quoi, une demi-heure, peut-être, de choisir le bon placement, c'est un impact qui est énorme dans 15-20 ans. Donc, ça vaut le coup de se renseigner. Ouais. Surtout que en fait, le risque, et surtout la volatilité et même le risque inhérent au placement, il est largement dilué avec le temps. En fait, la dimension du temps, elle est extrêmement puissante. Et comme tu dis, quand on investit sur du long terme, autant prendre un placement qui rapporte plus, parce que le risque sera dilué. Parce que la volatilité, quand les actions, par exemple, montent et baissent, c'est violent. À court terme, c'est violent. Moi, je n'investis pas en bourse sur 5 ans. À partir de 7-8 ans, oui, j'investis en bourse. Mais sur 1 an ou 2 ou 3 ans, non, je n'investis pas en bourse. Mais sur une échelle de 10, 15, 20 ans, alors là, en fait, la volatilité, ce n'est plus un risque, c'est un avantage parce que c'est grâce à la volatilité qu'on va gagner plus d'argent, que ça va monter. Si vous voulez un placement qui n'est pas volatile, comme un livret A, ça va progresser sûrement, mais très doucement. Si vous voulez gagner plus, c'est les investissements volatiles, c'est l'immobilier, les actions. Les cryptos, on n'en parle pas, c'est encore plus volatile, mais les actions, voilà, c'est volatile, mais c'est une chance, c'est ce qui nous permet de nous enrichir sur le long terme. Sur 15-20 ans, en fait, ça écrase la volatilité et je crois qu'on n'a jamais vu de période de 15 ans qui soit en baisse. Même pendant les guerres mondiales ou le crack du Covid, c'était de la rigolade. En 2020, le crack du Covid, les marchés ont baissé de 30% en 3 mois ou 6 mois et c'est reparti en flèche. On a fini l'année plus haut, je crois, que ce qu'on avait commencé. Largement, 5% plus haut. Bref. Maintenant, les cracks vont très vite et ça remonte très vite. Donc, sur une période de 10-15 ans, il y aura des cracks, ça c'est sûr. Il y aura des cracks. On ne va pas dire le contraire, mais sur 15 ans, on a largement le temps de baisser et de remonter encore plus haut. Donc, tu as un graphique historique qui montre que le recovery, donc le moment où on retrouve, on va dire, la valeur initiale avant crack,
est de plus en plus court au fur et à mesure des années, en fait. Au début, après la crise de 29, ça a mis des années avant de ça a mis moins 15 ans à l'époque. Ouais. Exactement, ça a mis 15 ans, c'est pour ça que... C'est pour ça que c'est plus gros en période de 15 ans. Exactement, voilà. Et depuis, en fait, le Covid, comme tu dis, c'est en quelques mois. C'est incroyable. Incroyable. Et j'entendais plein de gens qui me disaient, mais moi je sors, je rachèterai plus bas. Et je leur disais, attention les gars, faites-le. Moi je le fais pas. Faites-le si vous voulez, c'est trop risqué parce que quand ça redémarre, on ne prévient pas. Quand ça va, on n'a pas un mail, attention les marchés vont redémarrer vite. Non, on reçoit pas de mail, il n'y a pas de notification. Et quand ça redémarre, ça surprend, ça redécolle en flèche. Donc, on voit ça peut-être le lendemain où c'est trop tard. Ça a redémarré, vous allez racheter, mais plus cher. Et la plupart des gens, en fait, qui ont quitté le marché à ce moment-là, ils ont vendu pas cher, ils ont racheté plus cher. Au pire, ils n'ont même pas réinvesti. Et là, ils ont attendu encore. Ils ont attendu en se disant non, mais c'est un petit rebond, ça va rebaisser. Finalement, ça n'a pas rebaissé. Et on a fait x2 là, en l'espace de 3-4 ans. Sur le Nasdaq ou même sur le CAC 40, on doit être... pas x2, mais on a bien remonté, quoi. Mais le Nasdaq, on a fait x2, je crois, et S&P 500 aussi. Donc, S&P 500 aussi, quel dommage d'être hyper actif. Moi, j'ai tendance à être hyper actif et impatient. Hein. Mais sur l'investissement, je ne suis pas hyper actif parce que j'ai un gros recul maintenant. Ça fait 15 ans que j'investis et je sais que quand ça baisse, au contraire, au lieu de vendre, je remets une louche. Parce que je me dis, je vais profiter de la hausse. J'investis à long terme. Et pour moi, c'est les soldes. Donc, je réinvestis encore plus fort et je vais profiter de la vague quand ça va remonter. Ah, mais c'est clair. Et des fois, ça remonte 3 mois après, 6 mois ou 1 an après. Mais qu'est-ce que c'est 1 an sur l'échelle d'une vie? J'investis sur 10 ans, 20 ans. C'est pareil pour les enfants. Exactement, ouais. C'est ce que je te disais en off. Personnellement, moi, j'ai choisi les actions. J'ai ouvert un compte titre. 100% tracker. 100% voilà, ETF Smart Beta, ouvert un compte titre. Et puis en plus, on a la chance du fait que ce soit éligible à la donation, que ce soit exonéré de plus-value. C'est un bon plan, ça, ouais. Il y a pas mal d'avantages à ça. Et je trouve que quand c'est sur du long terme, comme tu dis, sur du court terme, non, mais sur du long terme, c'est puissant et autant prendre la classe d'actifs la plus performante. C'est clair, le marché action. Moi aussi, mon fils, sur son assurance vie, j'ai fait 100% tracker world. Voilà, j'ai fait simple et j'ai demandé à mon épouse, elle m'a dit, ok, c'est bon, je te fais confiance. J'ai demandé avant parce que ça peut être aussi une scène de ménage, ça. Et je lui ai mis 100% tracker. Et ma femme, elle m'a dit, moi aussi, je veux, mais je veux que la volatilité à la hausse, pas à la baisse. Mais je dis, ça n'existe pas, ça. Et dis-moi, elle m'a dit, j'aime la volatilité, mais qu'à la hausse, je veux juste... Mais non, tu ne veux pas investir en action, toi, alors. Mais mon fils, 100% action. Et le deuxième, pareil, je suis en train d'ouvrir un contrat d'assurance vie pour lui. Génial. 100% action. Et le premier, j'ai même mis un fonds de private equity, un peu en plus. Mais j'ai 80% tracker world et 20% private equity. Ok. Et comment ça se passe pour les grands-parents? Est-ce que les grands-parents peut-être donnent de l'argent pour les enfants? Est-ce qu'ils n'ont pas peur quand tu dis que c'est investi en action, par exemple? Je ne leur ai pas expliqué jusque-là. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, c'est investi en assurance vie. Et eux, ils ont l'image, ils ne connaissent pas en fait. Ils ont l'image assurance vie égale fonds euro. Ils croient que c'est un fonds euro. Oui, d'accord. Ils n'ont pas l'image de l'assurance vie. En fait, c'est une grosse enveloppe. Dedans, on peut investir comme on veut. En fonds euro pour la sécurité, en actions, en immobilier, trucs. Je leur ai dit, j'ai investi en assurance vie, voilà, mes parents sont contents. Si je leur dis, j'ai investi en action, peut-être qu'ils me diraient, ah non, mais non, c'est pas sérieux, Nicolas. Et en fait, quand tu n'es pas éduqué financièrement, tu crois que les actions, c'est du jeu. C'est ça. C'est ce que je croyais d'abord. Moi-même, avant 2009, avant de m'intéresser au sujet, je me disais, les actions, c'est pas pour moi, c'est le casino, c'est les traders. Non, en fait, plus tu es éduqué et plus tu apprends que le marché action, depuis 2 siècles, c'est ce qui performe le mieux et c'est très, très raisonnable comme investissement. Quand tu fais les bonnes choses, pas quand tu fais du trading, n'importe quoi. Mais quand tu fais des choses bien, comme nous, c'est très raisonnable. Et donc mes parents ne sont pas assez câblés. Il faudrait que je les briefe pendant 3 heures pour qu'ils comprennent leur intérêt. Non, mais je note en tout cas. Donc pour désamorcer, je dis, t'inquiète pas, c'est investi en assurance vie. C'est pas la peine qu'ils stressent ma mère, sinon elle va mal dormir. On va pas lui rajouter une couche. Je vais pas lui remettre une couche. Ok. Donc on peut-être faire des cas pratiques très concrets pour tous ceux qui nous écoutent. Imaginons qu'on est un investisseur, quelqu'un qui veuille investir son argent sur les marchés financiers, peu importe lesquels, pour ses enfants pour les 20 ans. Pour, par exemple, avoir des études ou financer un projet immobilier ou un projet entrepreneurial, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu lui conseillerais, ou en tout cas préconiserais? Quelles sont les solutions Alors, s'il veut faire simple, l'assurance vie, c'est simple et efficace sur le long terme. S'il a plus de connaissances, qu'il veut faire un peu plus compliqué, comme toi, le compte titre. C'est une bonne solution aussi, le compte titre ordinaire, mais pour investir surtout en actions. Quoique maintenant, il y a des fonds monétaires aussi qu'on peut mettre en compte titre. Le monétaire, actuellement, il est près de 4% par an de rendement, c'est sympa. Mais ce serait plutôt pour l'investissement action, le compte titre. Alors que l'assurance vie, c'est une enveloppe plus large. L'enfant pourra investir, il pourra la garder. Elle aura plus de 8 ans. Quand l'enfant aura 18 ans, le contrat, il aura plus de 8 ans, donc ça sera optimisé fiscalement. Tandis que le compte titre, c'est 30% d'impôt sur les plus-values. L'assurance vie, c'est une niche fiscale aussi, on peut sortir en exonération d'impôts.
Donc ça, c'est intéressant. Et l'univers d'investissement, il est plus large. Pour l'enfant, si plus tard, il ne veut plus investir en actions, il pourra faire un arbitrage vers le fonds euro, vers l'immobilier, vers autre chose, quoi. L'or, il y a des fonds d'or aussi dans l'assurance vie. Enfin, l'univers d'investissement, il est très large sur les bonnes assurances vie. Donc, si on veut quelque chose de plus souple, plus facile, et avec une optimisation fiscale, c'est l'assurance vie. Si on veut vraiment les actions, l'optimisation des frais aussi, parce que le compte titre, tu n'as pas dedans les frais de gestion annuels de l'assureur. Ouais. En assurance vie, il y a les frais de gestion de l'assureur, c'est 0,50% par an, prélevés sur l'encours. Sur les meilleures assurances vie, mais les assurances vie en banque, c'est 1% ou plus. Les meilleures assurances vie qu'on recommande, c'est 0,5% par an seulement. Mais c'est quand même plus que le compte titre où tu n'as pas les frais de gestion annuels, tu as juste les frais quand tu passes tes ordres, mais tu n'as pas de prélèvement sur l'encours. Tu n'as pas de droit de garde, sauf les mauvais comptes titres. Mais nous, on recommande les bons comptes titres. Je pense que tu as pris un bon compte titre aussi, où il n'y a pas de droit de garde. Donc voilà, pour moi, l'investissement, ça se joue entre l'assurance vie ou le compte titre. Le PER, maintenant, c'est fini. Il y a un amendement qui est passé. On ne peut plus investir sur le PER à partir du 1er janvier, je crois. On peut plus Avant, il y avait un cheat code, le plan d'épargne retraite. On pouvait l'ouvrir au nom de l'enfant. Et donc, les parents versaient dessus et défiscalisaient sur leur foyer fiscal. Et ça préparait la retraite de l'enfant, ou l'enfant pouvait sortir en cas d'achat de résidence principale. C'est un cas de sortie anticipée. Mais le législateur a trouvé que c'était pas l'esprit de la loi, en fait. Donc maintenant, les enfants ne pourront plus ouvrir de PER. Sinon, un enfant d'un an, il pouvait ouvrir le PER, quoi. Ouais. C'était un peu bizarre. Non, c'est fini. Donc c'est pour ça que ça ferme une porte. Et donc, soit c'est livret A, livret jeune, voilà, livret. Mais ça, on ne va pas en parler, enfin, c'est niveau épargne de base. Soit pour les gens comme nous, un peu plus avisés, éduqués financièrement, ça se joue entre l'assurance vie, le compte titre. Je vous ai dressé un portrait un peu global. Et justement, une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut l'ouvrir au nom de l'enfant ou au nom des parents ou du parent C'est une bonne question. Moi, je vais parler de mon cas. J'ai réfléchi à ces questions avec mon épouse. On s'est dit, sur nos assurances vie à notre nom, on va continuer d'épargner pour nous. Mais quand l'enfant aura besoin, on financera avec ses études, etc. Ouais. En fait, c'est notre poche. On finance les études des enfants. C'est notre poche, c'est pas l'argent de l'enfant. Donc, c'est à notre poche, à notre nom. L'argent de l'assurance vie, on sortira les milliers d'euros, les dizaines de milliers d'euros, sans doute, même s'ils font des bonnes écoles de commerce ou je sais pas. On verra. Mais bref, l'argent des études, ça sortira de nos assurances vie, nos propres assurances vie, pour financer les études, le permis, etc. Toute sa vie, quoi, la vie concrète, tant qu'il est avec nous, quoi. En revanche, on lui a créé une assurance vie à son nom, et pareil pour le deuxième, je suis en train de l'ouvrir, les assurances vie à leur nom. Donc ça veut dire, attention, si c'est à leur nom, je ne peux pas récupérer l'argent dessus. Sinon, ça veut dire que c'est une donation de mon fils à moi. Donc attention, retenez bien qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, moi j'ouvrais une assurance vie au nom de mon fils, ou même un livret A au nom de mon fils, mais en fait c'est l'épargne pour nous, on retirera. » Je dis « Non, attention, civilement, l'argent au nom de votre enfant, c'est à votre enfant. Si vous voulez récupérer, vous n'avez pas le droit. C'est interdit. » Ou alors, votre enfant de 3 ans, là, il doit vous faire une donation. Ça va être compliqué devant le notaire, de votre enfant de 3 ans, faire une donation aux parents, c'est compliqué. Donc, attention, si vous créez un produit au nom de l'enfant, donnez ses données, reprendre ses volets. Donc, si vous le donnez au nom de l'enfant, c'est vraiment à lui. Ne considérez pas ça comme une extension de votre épargne. Ouais. Donc, c'est pour ça que notre épargne, le gros de notre épargne, on le met sur des produits à notre nom. En tout cas, moi, dans mon couple. Et à chaque Noël et anniversaire, pour mes enfants, je leur donne 500 € chacun. 1 000 € par an, je leur donne 500 € chacun sur les produits à leur nom. Comme ça, à leurs 18 ans, ils retrouvent la jouissance de leur assurance vie, et là, ils feront ce qu'ils veulent avec. Là, ils pourront faire ce qu'ils veulent, s'ils veulent acheter une voiture ou financer un appartement, etc. Ils auront déjà un produit mature et ils ont leur épargne. Ils pourront faire ça s'ils sont mal élevés ou si ça m'échappe, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais le gros, du coup, quand même, j'ai gardé le gros sur nos produits à nous. Et une petite partie, mais ça sera déjà pas mal. Si on place bien à 7% par an, 1 000 € par an, ils auront, je pense, 45 ou 50 000, je ne sais plus de tête, mais ils auront un bon paquet capital, chacun. Ça sera sympa, quoi. Bah, c'est clair. Donc, on a choisi cette voie-là de faire un peu un mix des deux. Une partie à notre nom et une plus petite partie à leur nom. Et oui, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que civilement, c'est le code civil, faites attention. Quand vous versez de l'argent au nom des enfants, si c'est récurrent, si c'est tous les mois, par exemple, ça sera une donation à déclarer. C'est déclarable, donc c'est une formalité administrative. D'une part, c'est un peu embêtant à déclarer à chaque fois. Et c'est une donation, donc c'est imposable. Ça tape dans les 100 000 € qu'on peut transmettre par parent, par enfant, tous les 15 ans. Ça, la loi en France dit qu'on peut transmettre à nos enfants 100 000 € par enfant tous les 15 ans. Donc, en couple, ça fait 200 000 €
par enfant tous les 15 ans. Et donc, moi, avec mon épouse, par exemple, on met 200 000 euros là maintenant, enfin, même 2 enfants, ça fait 400 000 maintenant, 400 000 dans 15 ans. On peut donner 800 000 euros sur l'espace de 15 ans sans impôt. Mais donc, si on fait des donations régulières, quand même, ça tape dans ce réservoir exonéré de droits de succession, de droits de donation. Tandis que si on fait des présents d'usage, là, il faut retenir le terme civil, présent d'usage, c'est pas une donation. Un présent d'usage, c'est quand on donne juste aux événements, le Noël, Nouvel An, anniversaire, la fête de son prénom, le permis, le bac. Voilà. On donne juste aux événements, comme ça, au niveau du code civil, ce n'est pas considéré comme une donation, c'est un présent d'usage. Et présent d'usage, du coup, ça échappe au droit de donation. D'une part, il n'y a pas de formalité administrative, on ne fait pas de donation. D'autre part, ça échappe au droit de donation, etc. Ça ne tape pas dans la réserve de 100 000 euros. Et c'est quoi la limite ? La limite, c'est de 1-2%. C'est très flou. La limite, c'est très flou. Il n'y a pas vraiment de texte qui dit textuellement combien c'est. Okay. Mais apparemment, la jurisprudence autorise 1-2% par an du patrimoine des parents. Donc ça, c'est un peu injuste. Hein. Si les parents ont juste 100 000 euros de patrimoine, ça fait 1 000 euros maximum aux enfants par an. Si les parents, c'est les Bettencourt, bah là, ils peuvent transmettre des millions d'euros tous les ans. Oui, c'est vrai. C'est un peu injuste, mais c'est comme ça. C'est un pourcentage, non pas des salaires, mais du patrimoine des parents. Donc moi, je peux donner de plus en plus à mes enfants. Je donne 1 000 euros parce que je suis radin. Mais non, je plaisante. Mais je donne 1 000 euros parce que ça suffit. Le gros est mis sur les parts. Oui, c'est clair. Mais oui, c'est ça, c'est une bonne question. C'est 1-2%. Donc faites attention quand même. Vous n'allez pas transmettre, je sais pas, 50 000 euros par an alors que vous avez juste 200 000 euros de capital. Faut pas exagérer, quoi. Ah oui, c'est intéressant. Mais sur la durée, quand même, sur 20 ans, si tu donnes 1 000 euros par an, par enfant, donc ça fait 2 000 euros par an, par enfant, bah ça commence à faire beaucoup sur 10 ans, sur 20 ans. Tout ça, ça échappe au droit de donation, donc il faut en profiter. Mais attention, donc, ce qui veut dire aussi que sur l'assurance vie ou le compte titre, faut pas mettre en place des versements réguliers. Du coup, c'est un peu ennuyeux. Hein. Ceux qui aiment bien mettre en place une épargne automatique, c'est pratique. Hein. Une épargne automatique, tous les mois, tu as X euros par mois qui se versent automatiquement, c'est cool. Mais dans le cadre des enfants, à leur nom, il vaut mieux éviter ça parce que ça pourrait être retoqué par l'administration fiscale qui va vous demander de déclarer la donation. Donc pour éviter ça, au lieu de faire 100 euros par mois, par exemple, faites juste 600 euros l'anniversaire, 600 euros Noël. Ça fait pareil, ça fait 1 200 euros l'année, mais au moins ce sont des présents d'usage. Ok. Et pour ceux qui ont peur de tout investir d'un coup, les études nous montrent qu'historiquement, quand on investit tout d'un coup, on est plus rentable très légèrement que le DCA. C'est le lump sum investing. Voilà, exactement. Et statistiquement, oui, vu que statistiquement les marchés sont haussiers 70% du temps, statistiquement, il vaut mieux investir tout d'un coup que de faire du DCA, dollar cost averaging, où tu vas épargner tous les mois. Mais après, c'est juste, c'est une question. En fait, quand on recommande le DCA, c'est la question psychologique. Exactement. Parce que les gens, si tu as un crack juste après, ça fait mal. Et puis il y a le fait aussi que la plupart des gens qui investissent sont salariés. C'est plus facile de faire cet effort d'épargne, d'avoir cet automatisme. Mais ok. Et sur l'aspect du compte titre, est-ce que tu es plutôt favorable à ouvrir le compte titre au nom des parents ou au nom des enfants ? Alors, il y a un cheat code qui est intéressant au niveau civil et fiscal là-dessus. Toi, tu as fait un compte titre à ton nom ou... Ouais, on a fait un compte titre à notre nom. Tu vas faire une donation. On va faire la donation, voilà. C'est un montage classique qu'on recommande. Tu as fait un bon montage, tu as bien réfléchi au sujet. Mais ouais, c'est ce qui est parfait, en tout cas, c'est pertinent, c'est d'ouvrir un compte titre à son propre nom, les parents. Papa ou maman, on peut avoir même chacun un compte titre. Hein. Contrairement au PEA qui est une par personne, le compte titre ou l'assurance vie, on peut en détenir des dizaines, c'est nos limites. Donc un compte titre à ton nom, par an, tu investis dedans dans des actions, et après quand tu veux, tu as la maîtrise du truc, quand tu estimes que ton enfant il le mérite, tu lui fais une donation des titres. Et qu'est-ce qui se passe civilement, fiscalement ? En faisant une donation des titres, en fait, tu purges la plus-value. Par exemple, tu avais investi 50 000 euros dans ton compte titre, maintenant tu as 200 000 euros. Ton compte titre pèse 200 000. Ça veut dire que tu as une plus-value de 150 000. C'est pas mal, c'est sympa. Tu transmets ça, les 200 000 de titres, à ton enfant, eh bien le fisc va dire que ton prix de revient unitaire, ton PRU, n'est pas de 50 000, mais de 200 000. Donc toi, si tu avais vendu ton portefeuille, tu aurais été imposé de 30% sur 150 000 euros de plus-value. Bah, ça fait à peu près 45 000 euros. Ça fait 45 000 euros. Tandis que le fait de donner ces titres à ton enfant, bah, ça fait reset. C'est comme si tu avais 200 000, ton enfant il aura 200 000 euros de titres
qu'il avait acheté à 200 000. Donc, il a acheté à 200 000, il vend, même s'il vend le lendemain à 200 000, il a 0 € plus-value, il échappe à 30% d'impôt sur 150 000 euros. Tu as échappé à 45 000 euros d'impôt. Voilà. C'est ça l'intérêt de la donation. Et après, du point de vue de la donation de titres au sein d'un compte titre ordinaire. Et après, d'un point de vue donation, on a dit que là, dans cet exemple, tu as transmis 200 000 à ton enfant, les 50 000 étaient transformés en 200 000. Tu as transféré 200 000 à ton enfant. Eh bien, coup de bol, je n'avais pas calculé pour ça, mais c'est exonéré de droits de donation. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, on peut transmettre 100 000 euros par parent par enfant, tous les 15 ans. Donc, toi, tu as transmis 100 000, ta femme 100 000, ça fait 200 000, c'est bon. Pardon, je dis une bêtise, sauf si le compte titre il était juste à ton nom. Oui, voilà, c'est ça. Donc non, en fait, sur les 200 000, on abat les 100 000. En fait, tu as 100 000 euros qui aura des droits de donation dessus. Ouais. Mais bon, ça sera pas dingue. En tout cas, ça sera moins cher que les 30%. Parce que les 100 000, même si on prend au pire les 20% de droits de donation, ça fait 20 000 euros. C'est moins pire, si je peux dire, que les 45 000 euros d'impôt sur la plus-value. Parce que sinon, si tu avais vendu, puis donné, tu aurais eu 45 000 euros d'impôt sur la plus-value. Donc, c'est ce qu'on fait d'ailleurs aussi si on veut transmettre un terrain où on a il y a des lecteurs ou des clients qui font ça, qui veulent transmettre un terrain à leur enfant. Il vaut mieux vendre le terrain et donner. Ça s'appelle une donation, une vente avant cession. Ou de faire une donation avant cession. Enfin, il y a un sens qui fait que tu optimises parce que les droits de donation sont inférieurs à la plus-value. Donc, on fait une donation avant cession. Okay. Plutôt qu'une cession avant donation, généralement, il faut faire la donation. Et c'est le même montage ici. Tu donnes les titres et le fils vend. C'est une donation avant cession. Parce que le sens inverse, la cession et donation, ça coûte plus cher en plus-value que les droits de donation. Mais ça, c'est typique dans l'immobilier. On fait pareil, la donation avant cession, c'est très puissant comme mécanisme. C'est une optimisation à la fois civile et fiscale. Et bien justement, parfaite transition pour un investisseur immobilier. On a parlé des marchés financiers. Ouais. Pour un investisseur immobilier, par exemple, qui veut, je ne sais pas, acheter un parc immobilier et protéger ses enfants parce qu'il est plus à l'aise avec l'immobilier. Pour toi, quels sont les différents outils qu'il a à disposition, par exemple, je ne sais pas, au niveau des SCI, des transmissions de sociétés ou du parc immobilier, s'il y a d'autres avantages? Je n'ai pas réfléchi plus que ça à la question, mais un montage classique, c'est de mettre les enfants dans la société, en fait, de créer une société SCI ou SRL de famille. Il n'y a pas que la SCI qui existe, il y a d'autres statuts, mais bon, on pense toujours à la SCI, mais il y a d'autres statuts qui existent, société civile. Et on l'inclut l'enfant dedans. Et petit à petit, on peut lui donner des parts de la société. On fait des donations pour rester dans le cadre toujours des 100 000 euros par enfant, par parent, tous les 15 ans. Pour rester dans ce périmètre, dans ce cadre, et échapper aux droits de donation, on peut donner petit à petit les parts à l'enfant. Et comme ça, au bout d'un moment, l'enfant il se retrouve avec X parts, ça représente X% de la société. Elles sont valorisées comment, ces parts ? Pardon ? Elles sont valorisées comment ? Comment on sait une SCI, c'est quoi ? C'est par rapport au parc immobilier que... Là, il faut voir l'expert comptable et il va valoriser selon le parc. D'accord. Ok. Faut faire le montage à un expert comptable, notaire. Et, commissaire aux comptes, peut-être. Commissaire aux comptes qui peut évaluer le CAA, commissaire aux apports. Commissaire aux apports, qui peut voir ça aussi, le commissaire aux apports. Le montage est un peu complexe, donc là, il faut comparer un fichier Excel et comparer ça, ou sinon, mais ça fait des ennuis. Hein. Je connais des familles qui se déchirent parce que les parents, ils ont un parc immobilier, ils ont par exemple 2 appartements, un à Biarritz, un à Lille. Et les 2 enfants veulent celui de Biarritz et à Lille, ils ne veulent pas, comme par hasard. Et là, on donne lequel d'appartement à qui ? Ça fait des querelles de famille, pas possible. Donc le mieux, c'est aussi de les mettre dans une société et chaque enfant a 50% des parts. Et voilà, ça évite des conflits familiaux. Encore plus pour ça, en fait. Quand on crée des sociétés, pour moi, mon sens, c'est encore plus pour éviter les querelles familiales que pour optimiser fiscalement. C'est plutôt dans cet état d'esprit-là qu'il faut le faire, parce que on voit trop de drames, en fait. On voit plein de successions qui se passent très mal, parce que nous, les parents, on épargne pour nos enfants, si pour leur bien, c'est pas pour qu'ils se bouffent la gueule dans 20 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, quand on sera plus là. Donc, ça, il faut désamorcer avant, et donc, faut éviter... Donc, l'immobilier, ça se transmet difficilement, en fait. C'est un nid à emmerde. Ça se transmet difficilement. Ça crée des tensions. Tandis que de l'argent, en fait, il n'y a pas d'affect. Transférer à des enfants 1 million d'euros, c'est très simple. 500 000 quand tu as des enfants. Voilà, il n'y a pas de conflit possible. Mais si tu as un parc immobilier
et placés différemment, des valeurs différentes. On n'a pas les mêmes attaches à l'appartement de Lélie ou Biarritz ou truc. Il va y avoir des bagarres dans la famille, c'est horrible. Donc soit on vend l'immobilier avant de transmettre, soit on les met dans une société et on transmet les parts. Mais en tout cas, l'immobilier, c'est encore plus touchy que le financier. Quand je dis le financier, c'est les comptes titres, l'assurance vie, PEA, etc. Oui. C'est vraiment très touchy, l'immobilier. Ouais. Ok, d'accord. Et après, c'est les emmerdes aussi. Qui va s'occuper des charges, qui va tondre la pelouse, qui va s'occuper... Enfin, donc ça, il vaut mieux être en société aussi pour cadrer dans les statuts de la société. Qui fait quoi? Qui a le pouvoir? Voilà. On peut donner les pouvoirs et que ça soit clair et net dans le contrat. Chacun signe. Et voilà, et comme ça désamorce les conflits. Le projet, c'est optimiser la succession et les donations au niveau civil et fiscal, mais aussi et surtout qu'il n'y ait pas de conflits plus tard dans la famille, parce qu'on voit tellement de successions. On a des centaines de clients et on voit des trucs de dingue. Pour moi, le plus important, à titre perso, c'est qu'il n'y ait pas de conflit entre mes fils. Donc c'est bien aussi d'avoir plus de patrimoine. Ok, c'est cool. De leur transmettre plus, c'est cool. Mais si après, ils se déchirent la gueule, c'est pas la peine. Donc, il faut vraiment désamorcer autant que possible toutes ces questions-là. Soit on transmet que du financier, comme ça, on est tranquille. Il n'y a pas de question qui a quoi, truc. 500 000, c'est 500 000. Voilà. Soit, si on a de l'immobilier, vraiment faire un montage carré, un statut juridique, bien écrire les règles avec le notaire et les enfants signent. Voilà. Mais même là, il peut y avoir des soucis. Donc, c'est pas évident à l'immobilier. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est un aspect auquel j'avais pas pensé. L'aspect tout simplement de la famille qui se déchire. Moi, à titre perso, je pense que je préférais vraiment tout l'IMO. Même si les enfants disaient « Ah, moi j'aime bien ça ». On revend tout. Je vois tellement de choses dans mon métier que je préfère ne pas... Même s'il n'y a qu'une chance sur 2 ou sur 3 qui se bouffent la gueule après, je préfère ne pas courir ce risque. Je préfère tout vendre. Je vous donne chacun la moitié et vous ferez ce que vous voulez avec. Chacun achètera l'appartement à Biarritz. Toi, tu préfères Biarritz, t'achètes à Biarritz. Toi aussi, tu préférais Biarritz, t'achèteras à Biarritz aussi. Voilà. Ok. Peut-être, est-ce que tu aurais pour les parents qui nous regardent, peut-être si tu devais leur donner un conseil ou peut-être un guide un petit peu d'une ou de plusieurs bonnes pratiques, ce serait quoi? Je sais pas, c'est vaste là, le sujet. Pour investir pour son enfant. S'il y a un conseil qu'ils peuvent appliquer dès maintenant, quelque chose de vraiment le conseil civil, je l'ai donné, c'est attention, il ne faut pas que ça soit considéré donation présent d'usage. Pensez-y, souvent ça échappe aux gens. Pensez aussi que donner c'est donner, reprendre c'est voler. Donc si vous donnez à leur nom, c'est vraiment à eux. Ça, c'est vraiment les trucs qui sont souvent oubliés par les familles. Et après, oui, réfléchissez long terme. Il y a un grand horizon de placement, donc ça serait un peu gâchis de mettre sur des livrets. Le livret A, il est à 3%, c'est pas mal, mais il va sans doute baisser. Quand l'inflation va rebaisser, le livret, ça va rebaisser. Donc tout de suite, mettez-vous sur les bons rails. Dites-vous, vous avez 15-20 ans devant vous. Ouvrez les bons placements, l'assurance vie, le compte titre. Comparez bien aussi les produits. L'assurance vie, c'est pas la même. Enfin, il y a des centaines d'assurances vie, et entre celle de la banque qui va prendre plein de frais sur versement, des gros frais de gestion, dedans, vous n'aurez pas le choix des trackers, vous n'aurez que des fonds dégueulasses avec des gros frais. Ouais. Voilà, donc, comparez les assurances vie, prenez une bonne, sans frais sur versement, avec des faibles frais de gestion annuels, avec des bons fonds dedans. Voilà. Comme ça, vous ferez bien travailler le patrimoine, et votre enfant, dans 20 ans, il aura 10, 20 000, 30 000 ou encore plus, que si vous l'aviez mal fait travailler le patrimoine. Donc, c'est ces questions à être vigilant, les bons produits et le bon comportement. Pas faire du trading, quoi. C'est pour l'enfant à long terme. Si dedans, vous investissez dans des SCPI immobiliers ou dans des actions ETF, ou voilà, vous ne faites pas du trading, c'est du long terme, restez investi à long terme et voilà, vous verrez le beau paquet surprise dans 15 ans, 20 ans. Ça sera un beau paquet qui pourra réaliser bien des projets pour vous, pour l'enfant. Donc, c'est ça, c'est d'être posé, patient. Après, ça travaille tout seul, c'est ennuyeux en fait l'épargne, c'est ennuyeux. Il ne faut pas que vous voyiez ça comme un divertissement en fait. C'est ennuyeux, vous allez placer pour vos enfants. Donc regardez, moi je regarde juste une fois par an en fait, l'assurance vie de 2 fois par an, quand je verse pour Noël et quand je verse pour son anniversaire. Je jette un œil dessus 2 fois par an. Pourtant c'est 100% action. Mais je m'en fous de la volatilité, je ne regarde pas où ça en est parce que je sais que sur du long terme, je suis confiant, ça va monter. Donc faut pas avoir les yeux rivés dessus, sinon c'est là que vous allez paniquer et faire n'importe quoi. Donc c'est pas du jeu, c'est de l'investissement long terme. Regardez 1 ou 2 fois par an quand vous versez et puis voilà, laissez courir, ça va progresser tranquillement mais sûrement. Ok, bah écoute, très bien, merci en tout cas Nicolas. Est-ce que peut-être tu pourrais nous dire où on peut te retrouver ?
On peut me retrouver, je suis partout. Je suis très présent sur les LinkedIn surtout. Ouais. LinkedIn, vous pouvez m'inviter, Nicolas Decodin. Je fais pas mal de posts en ce moment pour parler du livre, justement. Vous verrez aussi mon livre Investissez votre épargne. Vous le trouverez facilement sur Amazon. Il est en vente. Sinon, sur Prosper Conseil, si vous voulez du conseil en gestion de patrimoine indépendant, c'est-à-dire qu'on fait du conseil indépendant, mais vraiment indépendant au sens MIF2, au sens européen. Donc, on est rémunéré en honoraires uniquement par les clients, en honoraires de conseil. Ce qui est rare. C'est très rare. Il n'y en a qu'une dizaine de cabinets en France. Sur 4500 cabinets, il n'y en a qu'une dizaine. On les connaît sur les doigts de une ou deux mains, quoi. On n'est pas payé par des rétrocommissions de partenaires parce qu'on n'a pas de partenaires finalement. Il y a certains HCGP qui disent « Moi, j'ai 10 partenaires, je diversifie. » Mais moi, je n'ai pas de partenaires. J'en ai des milliers si je veux. J'ai pas de partenaires. J'ai tout le marché. Donc, on n'est pas biaisé. On n'est pas tenté de vendre tel partenaire ou un autre parce qu'on n'a pas de rétrocommission de partenaires. Donc, voilà, c'est du conseil purement indépendant, comme les avocats, comme les experts comptables, voilà, comme les médecins. Enfin, ils ne sont pas rémunérés par tel ou tel labo pour vendre tel ou tel médicament. Voilà, du conseil indépendant, ça, c'est pour ceux qui vont vouloir du vrai conseil patrimonial, long terme, sur les sujets financiers, civils, fiscaux. Et voilà, l'approche patrimoniale, long terme. Et pour ceux qui ne veulent pas payer le conseil, et je comprends, hein, tout le monde ne veut pas payer le conseil, vous avez le site Avenue des investisseurs qui est toujours gratuit, avec tous les guides pratiques, les comparatifs. Voilà, vous pourrez apprendre. Du coup, vous apprendrez à être autonome. Et voilà, il faut quelques heures de lecture quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, il y a de quoi faire. Si on lit tout le site, il y en a pour peut-être 200 heures de lecture. Mais le guide, qui est découpé en une vingtaine d'articles, ça prendra peut-être 4-5 heures de lecture. Et franchement, après avoir lu ça, la vingtaine d'articles piliers, le lecteur, il en sait plus que le banquier moyen. Ah oui, mais ça, c'est... Juste en ayant lu une dizaine d'heures, allez, on va dire une dizaine d'heures, il en sait plus que le banquier moyen, qui a souvent juste il n'est pas passionné par le sujet. En fait, ça change tout. Quand tu es passionné par le sujet... tu apprends beaucoup mieux que quand tu es là juste pour... tu n'aimes pas le sujet, tu n'investis pas toi-même et tu vends ton produit. Donc, c'est pas... D'ailleurs, chez Prosper Conseil, mon recrutement, c'est quoi? Je disais qu'on va avoir une quinzaine de salariés. Mon recrutement, c'est surtout, je veux des gens passionnés. On n'a que des gens qui adorent l'investissement, qui investissent eux-mêmes en bourse, en IMO, plein de choses, mais ils investissent eux-mêmes depuis des années. Ils savent de quoi ils parlent, quoi. C'est des passionnés. Ils aiment leur métier, ils s'éclatent. Et voilà, ils adorent faire ce qu'ils font, ils s'éclatent et ils disent aux clients vraiment comment investir comme si eux-mêmes investissaient. Donc, c'est des gens qui savent, quoi. Ils savent ce que c'est en pratique. C'est pas des gens qui... Bon, allez, je vous vends tel produit parce que... c'est le premier critère, c'est de connaître le sujet, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que ça pourrait faire tout l'objet d'une longue conversation au niveau du niveau moyen des banquiers, des conseillers financiers, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça. On a beaucoup de lecteurs qui sont banquiers, justement. Okay. Et ils disent, ça me désespère, parce qu'ils disent, on a même un témoignage, c'est rigolo, il y a un banquier privé, je ne vais pas citer la banque, mais d'une grande banque très connue, hein, qui a pignon sur rue, qui a témoigné, et il a même rédigé l'article. Vous pourrez le trouver sur Avenue des investisseurs, témoignage d'un banquier désespéré ou un truc comme ça. Ça s'appelle le titre de l'article, désabusé. Témoignage d'un banquier désabusé qui explique que voilà, il doit vendre ses produits. Il sait pertinemment qu'ils sont pas bons. C'est des assurances-vie ou des comptes titres avec plein de frais, des mauvais fonds. Et lui, en fait, il s'en rend compte parce qu'il est compétent, il est avisé. Il lit ADI depuis des années et donc il sait que ce qu'il fait, c'est pas, il est pas bien, quoi. Il a pas une bonne conscience. Donc, il dit, tous mes collègues, en fait, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils font mal les choses parce qu'ils ne connaissent pas le sujet, en fait. Donc, pour eux, ils vendent leur truc, ils savent même pas que c'est pas bon, ils sont contents, ses collègues sont contents de ce qu'ils font, en fait. Pas parce que c'est même pas qu'ils sont malhonnêtes, c'est juste qu'ils ne connaissent pas le sujet et pour eux, ils s'estiment que c'est bien, ils font du conseil. Et lui-même dit, mais non, mais c'est pas du conseil. Moi-même, si je conseillais, je dirais à mes clients, n'ouvrez pas mon produit, allez voir Avenue des investisseurs et comparez, regardez les comparatifs. Mais il dit, je me retiens, je peux pas faire ça, je me retiens, mais ça me fait mal. Et il cherche justement à quitter cet univers. Parce que c'est pas du conseil indépendant, c'est de la vente. C'est du commercial. Vous pouvez le recruter chez Prosper. Il est parti en Bretagne et ça l'arrangerait parce que c'est en visio. Nos conseillers, on travaille en visio partout. Il dit ça, j'aimerais bien. Donc, on discute. Parce qu'après, on s'est rapprochés. Ça me gêne. C'est un peu bizarre d'avoir presque un ami maintenant. Oui, c'est vrai. Je sais pas. On en discute. C'est un sujet. Bon, incroyable. Écoute, encore merci Nicolas. C'était super. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur. N'hésitez pas aussi à laisser un like, un commentaire, déjà si ça vous a plu, pour remercier aussi Nicolas pour toute la valeur qu'il a apportée. Et voilà, on se dit à très vite. Merci Jaolan. À bientôt. À plus, ouais.
Est-ce qu'on a oublié 2-3 petits sujets ou pas? Peut-être dont on n'a pas parlé. Oui, on a oublié un point technique qui est pas très sexy. C'est pour ça qu'on y a pensé après. C'est le pacte adjoint. C'est encore une question civile. En fait, quand on ouvre une assurance vie au nom de l'enfant, on peut mettre un pacte adjoint. Ça veut dire que si on fait rien par défaut, l'enfant à 18 ans, il est libre de son assurance vie. Il peut faire des rachats, il peut sortir de l'assurance vie, il peut flamber. Alors que si on met un pacte adjoint, on peut stipuler dans un contrat que l'enfant est cadré. Il ne pourra pas sortir l'argent avant ses 19, 20, 21, jusqu'à 25 ans maximum. On peut cadrer l'enfant jusqu'à ses 25 ans. Et on peut dire l'enfant sortira seulement à 20 ans ou à 22 ans ou à 24 ans, à condition qu'il achète avec, par exemple, une voiture, à condition que ce soit des dépenses pour son éducation ou que ce soit pour un achat immobilier. Voilà. On peut cadrer l'enfant pour dire quand il pourra sortir, non pas 18 ans, mais plus tard, maximum 25 ans, et pour quel usage. C'est le pacte adjoint, je pense que ça peut intéresser certains parents qui veulent être sûrs de cadrer, parce qu'à 18 ans, l'enfant, moi-même, j'étais pas mature à 18 ans. Si j'avais eu 10 000 ou 20 000 euros sur une assurance vie, peut-être que j'aurais sorti la moitié pour acheter une moto ou, je sais pas, une mobilette ou un truc. Tandis que voilà, c'est une manière de cadrer l'enfant jusqu'à 25 ans, à 25 ans. En sortant des études, je pense qu'on a plus la tête sur les épaules. Donc ça peut être intéressant, cette question du pacte adjoint à ajouter dans l'assurance vie au nom de l'enfant. Ok, bon, intéressant. Bien, écoute, merci en tout cas Nicolas. Et bon, je pense que là, ça fait pas mal de valeur. Je pense qu'on a apporté beaucoup de choses aux auditeurs. Ouais. C'est cadeau.